Salut les férus et bienvenue dans notre dernier épisode sur la série de la Renaissance italienne. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une famille un peu à part, les Sforza. Avec des alliances bien placées, un mariage stratégique et une habileté militaire remarquable, ils ont réussi à graver leur nom dans l'histoire de Milan. Alors que les Médicis ont bâti leur pouvoir sur leur fortune et leur réseau, et que les Borgia ont profité de leur influence sur le Vatican, les Sforza, eux, se sont imposés à travers une voie singulière, souvent brutale, entre batailles et négociations politiques. On va découvrir comment cette famille, issue de paysans, est devenue l'une des dynasties les plus puissantes de la Renaissance italienne. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire de la famille Sforza. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Depuis 1277, ce sont les Visconti qui règnent sur leur région de Milan. Et ils vont garder le trône jusqu'en 1447. C'est là que les Sforza, un nom d'emprunt qui signifie force, font leur entrée. L'histoire des Sforza commence avec un jeune garçon nommé Giacomuso Antandolo, né le 28 mai 1369 dans une famille de paysans plutôt aisés. Giacomuso, surnommé Musio, rejoint les rangs des mercenaires à 13 ans. Recruté par Boldrino de Panicale, un chef de guerre au service du pape. Sa première expérience militaire consistait à se battre pour des causes religieuses et locales politiques. Typique de l'Italie médiévale, où le pape et les cités des États étaient constantes rivalités. Musio se distingue rapidement pour son courage et sa détermination, des qualités qui lui valent le respect de ses pairs et de ses chefs. Dans sa vingtaine, Musio se fait connaître en tant que mercenaire fiable et doué. Il commence à offrir ses services à différentes maisons italiennes, en particulier aux Visconti, une puissante famille dirigeante de Milan, et à la maison d'Este, qui règne sur Ferrare. Ces alliances fluctuantes lui permettent de naviguer dans un milieu où chaque maison cherche à asseoir son pouvoir, tout en affaiblissant ses voisins. Son talent pour le combat et la stratégie militaire le rend indispensable pour ses seigneurs. En 1411, Musio rejoint la maison royale de Naples sous le règne de Ladislas. Ce choix stratégique s'avère payant, car Ladislas est l'un des rois les plus puissants du sud de l'Italie. Musio participe à plusieurs campagnes pour étendre l'influence du roi de Naples en Toscane et dans le centre de l'Italie. La bataille de Roccasecca, où il combat aux côtés des troupes napolitaines contre des forces pontificales, est l'une des plus célèbres de sa carrière et témoigne de sa bravoure et de sa ténacité. Au fil des années, Musio devient célèbre pour sa capacité à diriger des troupes et pour sa stratégie militaire. Il est décrit comme un chef respecté, charismatique et capable d'inspirer ses hommes. Et il alterne entre loyauté et pragmatisme, passant d'un employeur à l'autre selon les opportunités et les alliances du moment. Une pratique courante pour les condottieri de l'époque, qui veut dire simplement mercenaire. Cette flexibilité lui permet de se faire un nom, d'accumuler des richesses et d'entretenir une armée bien équipée. L'un des épisodes marquants de sa carrière est sa rivalité avec un autre célèbre mercenaire, Braccio de Montone. Tous deux se battent souvent pour des causes opposées et s'affrontent directement dans des campagnes militaires. Cette rivalité devient légendaire dans le milieu des condottieri, car Braccio et Musio sont reconnus comme les deux meilleurs chefs de guerre de leur époque. Leur affrontement culmine en 1424, lors de la bataille de l'Aquila, où Musio perd tragiquement la vie en traversant un fleuve pour sauver ses hommes. Une phrase était souvent dite pour représenter Musio: Ingemino certamente,
qui veut dire au combat, il en vaut deux. Bien que Muzio ne vive pas pour voir la gloire de son fils, son influence est cruciale dans l'ascension de Francesco Forza. Grâce aux alliances militaires et à la réputation forgée par Muzio, Francesco hérite d'un réseau d'alliés puissants, ce qui félicitera son mariage avec Bianca Maria Visconti, la fille du duc de Milan. Ce mariage est décisif pour la dynastie de Forza, car il permet à Francesco de revendiquer le duché de Milan après la mort du dernier duc Visconti, ouvrant ainsi la voie à la famille pour régner sur Milan. Francesco est né le 23 juillet 1401 dans une ville à San Miniato, en Toscane. Et dès son plus jeune âge, il est immergé dans le monde militaire, étant le fils de l'un des mercenaires les plus respectés d'Italie. Son père, Muzio, lui transmet ses compétences militaires et lui apprend l'art de la guerre. Francesco grandit dans un environnement instable, où les alliances se forment et se défont rapidement, et il apprend très vite à manier les armes et à diriger des troupes. À la mort de son père, en 1424, Francesco hérite d'une partie de son armée et de son réseau d'alliances. À ce moment-là, il est encore jeune, mais il est déjà respecté comme un chef de guerre habile et un stratège. Il commence à offrir ses services en tant que condottiere, se construisant rapidement une réputation en Italie. Dans les années 1430, Francesco de Forza sert divers seigneurs italiens, incluant les États pontificaux et le royaume de Naples. Il est très apprécié pour sa fidélité et son efficacité. Grâce à ses succès militaires, il gagne une réputation solide et attire l'attention du duc de Milan, Filippo Maria Visconti, l'un des hommes les plus puissants de la péninsule. Filippo Maria Visconti est conscient de la puissance militaire de Francesco et il le recrute en tant que commandant de ses troupes. Cependant, leur relation est tendue et marquée par des soupçons de part et d'autre. Filippo Maria sait que Francesco est un chef militaire ambitieux et il garde un œil méfiant sur lui. Mais il ne peut se passer de son talent militaire pour maintenir le contrôle sur Milan. Mais un événement décisif survient en 1441. Filippo Maria Visconti accepte de marier sa fille illégitime, Bianca Maria Visconti, à Francesco Forza. Ce mariage est un coup de génie politique pour Francesco. Grâce à cette alliance, il se rapproche de la succession du duché de Milan, bien que Filippo Maria ne souhaite pas encore éventuellement lui céder le trône. Le mariage avec Bianca Maria est célébré avec grande pompe et crémone, et Francesco devient véritablement le gendre du duc de Milan. Mais Filippo Maria continue de manipuler les alliances et tente même à plusieurs reprises d'affaiblir la position de Francesco. Cependant, Francesco reste un allié indispensable. En 1447, Filippo Maria Visconti meurt, sans laisser d'héritier légitime, créant un vide politique dans le duché de Milan. La population milanaise, méfiante envers les prétentions des nobles, proclame la République ambroisienne, une tentative de gouvernement républicain qui souhaite exclure les Sforza et toute autre lignée de pouvoir. Francesco Sforza, qui voit sa chance de s'emparer de Milan, lance une série de campagnes militaires contre la République ambroisienne. Pendant plusieurs années, il assiège Milan et mène des batailles stratégiques, tout en entretenant des relations avec les factions internes de la ville. En 1450, après une série de victoires militaires et un blocus de la ville qui épuise ses habitants, Francesco entre triomphalement à Milan et il est proclamé duc. C'est le début du règne des Sforza sur Milan. En tant que duc, Francesco Sforza se montre un dirigeant habile et pragmatique. Il réorganise l'administration milanaise, renforce les institutions et se concentre sur la stabilité du duché. Son règne est marqué par un souci de moderniser les infrastructures. Il développe notamment les systèmes d'irrigation et les canaux autour de Milan, qui contribuent à la prospérité agricole et commerciale de la région. Sous son gouvernement, Milan devient également un centre artistique et intellectuel de la Renaissance. Francesco encourage la venue des savants, des poètes et d'artistes. Il s'entoure d'hommes de lettres et de diplomates. Et Milan se transforme peu à peu en une des capitales culturelles de l'Italie. Francesco Sforza comprend que pour maintenir le pouvoir, il doit entretenir des relations diplomatiques prudentes
avec les autres puissances italiennes. Il forme des alliances avec la République de Florence, dirigée par les Médicis, et avec le royaume de Naples. Il participe activement au traité de paix pour maintenir la stabilité en Italie, notamment en signant le Pax Loggi en 1454, qui met fin à une longue période de conflit entre les principales cités italiennes. Grâce à ces alliances, Francesco parvient à maintenir Milan en paix et à éviter des guerres coûteuses qui affaibliraient le duché. Cette paix relative permet à Milan de prospérer et de s'affirmer comme un État puissant et influent. Mais à la mort de Francesco, en 1466, c'est son fils, Galeazzo Maria, qui est âgé de 22 ans, qui monte sur le trône de Milan. Ce jeune duc a grandi dans une atmosphère d'ambition et de raffinement, entouré de figures illustres de la cour milanaise. Il a reçu une éducation soignée en art, en politique et en stratégie militaire. Bien qu'il soit bien préparé à diriger un pays, il montre rapidement un caractère impulsif et autoritaire, qui contraste avec la prudence et le pragmatisme de son père. Dès son ascension, Galeazzo Maria cherche à asseoir son pouvoir de manière ostentatoire. Il organise des fêtes somptueuses, invite des artistes renommés à sa cour et se distingue par son goût pour le luxe. La cour de Milan pour Galeazzo Maria devient l'une des plus fastueuses d'Italie, attirant des artistes, des poètes et des érudits et rivalisant même avec la cour de Florence, qui est alors dirigée par Laurent Médicis. Toutefois, le règne de Galeazzo Maria est rapidement associé à sa brutalité et ses excès. Il est réputé pour être impitoyable envers ceux qui lui déplaisent, et il n'hésite pas à utiliser des châtiments exemplaires contre ses ennemis ou ceux qu'il considère comme des traîtres. Ses colères soudaines, ses phrases sévères et sa paranoïa grandiose lui aliènent progressivement une partie de la noblesse milanaise et du peuple. Galeazzo est accusé d'abuser de son pouvoir en appliquant des impôts lourds et en réprimant sévèrement les opposants. Sa tyrannie et son arrogance lui valent la haine de certains de ses sujets, qui en viennent à comploter contre lui. L'aristocratie milanaise et plusieurs figures influentes de la ville, exaspérées par son comportement, commencent à envisager de se débarrasser de lui. Le 26 décembre 1476, lors de la messe de Noël dans l'église de Santo Stefano, Galeazzo Maria est poignardé par 3 nobles milanais, qui faisaient partie d'une conspiration secrète contre lui. Giovanni Andrea Lampugnani, Carlo Visconti et Girolamo Ogliacci. Ces conspirateurs, issus de familles influentes, avaient été indignés par les abus du duc et espéraient restaurer une gouvernance plus juste. Le meurtre de Galeazzo Maria marque un tournant dans l'histoire de Milan et plonge la ville dans une période d'instabilité. Après l'assassinat de Galeazzo Maria, le duché de Milan est laissé à son fils Gian Galeazzo Sforza, qui n'a alors que 7 ans. C'est la veuve de Galeazzo, Bona de Savoie, qui assume la régence au nom de son jeune fils. Cependant, Bona se révèle une dirigeante fragile et vulnérable aux manipulations. Elle est bientôt surplantée par Ludovico Sforza, surnommé Il Moro, l'oncle du jeune Gian Galeazzo. Toutefois, Bona de Savoie, consciente de son ambition et craignant pour la sécurité de son fils, se montre déterminée à préserver la régence en 1479, avec l'appui de conseillers fidèles et de certaines factions de la noblesse milanaise. Elle parvient à faire exiler Ludovico à Pise. Cette expulsion représente un coup dur pour Ludovico, qui se retrouve temporairement éloigné de Milan et sans influence directe sur le duché. Mais nous voilà à la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la deuxième partie qui sera consacrée sur le plus grand des Sforza, Ludovico. Donc je vous dis à de suite et pensez à vous abonner.